C'est déjà bon signe. Super. Parfait, tout le monde a l'air de bien nous entendre. Parfait. Eh bien, alors, on va tout de suite démarrer et puis d'autres nous rejoindront peut-être. Donc, aujourd'hui, on est là avec Nathalie pour vous parler un peu de comment bien protéger votre entreprise. Donc, voilà, en 1 heure, forcément, on ne va pas pouvoir tout détailler, mais en tout cas, on va essayer de vous donner un maximum d'informations. Vous avez le chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre un petit peu au fur et à mesure. Et puis, si on voit qu'il y a trop de questions, on reprendra sur la fin. Alors, avoir accès au replay sans souci, au support aussi, on peut tout, enfin, je vous enverrai tout par mail après. Voilà, normalement, vous avez rentré votre adresse mail. J'ai la liste des participants, donc vous recevrez tout par mail à la suite de la webconférence. Donc, on va commencer par se présenter. Je suis Laura Labiduri. Je travaille à l'ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, c'est une association qui accompagne et finance des créateurs d'entreprises via le microcrédit, donc jusqu'à 12 000 € de financement. Et voilà, pour répondre aux besoins des entrepreneurs, on a aussi des offres de micro-assurance, d'où ma présence ici aujourd'hui. Et je laisse Nathalie se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Nathalie Roche, je fais partie de la structure qui se nomme Entrepreneurs de la Cité, EDLC. EDLC est une fondation reconnue d'utilité publique et notre objectif est de proposer des solutions de micro-assurance aux créateurs d'entreprises accompagnés. Donc ne peuvent venir à nous que les créateurs d'entreprises qui passent entre les mains d'un réseau d'aide à la création, dont l'ADI par exemple, mais dont également d'autres structures comme les BGE, les chambres de commerce, les chambres de métiers, etc. Et je te laisse démarrer. Alors, pourquoi l'assurance? Quels bénéfices? Donc, déjà, quand vous allez créer une entreprise, vous allez devenir des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de petits chefs d'entreprise, hein. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes un entrepreneur, vous avez des risques, vous avez des choses sur lesquelles il faut vous protéger, obligatoires, non obligatoires, on en parle un petit peu, je crois, à la fin de cette notion d'obligation et de non-obligation. Mais dans tous les cas, il faut vous protéger et également protéger vos clients. Le risque, quand on dit transformer le risque en position de sérénité, bah, à partir du moment où on anticipe quelque chose, où on y pense, même si c'est pas très agréable, c'est jamais très agréable quand on crée son entreprise de réfléchir aux différents risques qu'on peut avoir. Mais l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on y pense, on peut prendre des précautions, faire de la prévention et prendre des assurances qui vont se positionner, qui seront là au moment où le sinistre arrivera. Inscrire l'action dans la durée, bah, tout simplement parce que l'assurance, c'est vraiment un outil de pérennisation. Tant que vous en avez pas besoin, bah, voilà, ça sert à rien, mais le jour où vous en avez besoin, eh bien, le contrat d'assurance va vous permettre de pérenniser votre entreprise et de ne pas flancher au premier sinistre qui arrive parce que financièrement parlant, vous avez des gros frais à sortir, des remboursements à faire, etc. Voilà, donc c'est important cette notion et d'aléa aussi dont on parle. Un sinistre, c'est souvent un aléa, c'est quelque chose de non prévu. C'est quelque chose qui va arriver à un moment donné, que vous avez pu anticiper évidemment en y pensant, mais qui arrive de façon assez impromptue. Donc c'est super important aussi de faire en sorte que cet aléa devienne quelque chose qui vous permet d'être protégé en fait. Oui, est-ce utile d'avoir une assurance lorsqu'on a une entreprise en ligne? C'est pas parce que vous avez une entreprise en ligne que vous n'avez pas de notion de responsabilité. Quand vous vendez quelque chose, vous êtes responsable de ce que vous vendez. On va parler un peu des responsabilités après, mais vous êtes responsable de ce que vous vendez. Donc automatiquement, c'est pas parce que vous n'avez pas de contact direct que vous n'êtes pas responsable de ce que vous vendez. Vous vendez une bougie, cette bougie prend feu chez votre client, même si c'est de la vente en ligne, vous êtes responsable, vous face à votre client,
vous êtes responsable de cette bougie qui a pris feu. Alors évidemment, vous allez pouvoir éventuellement vous retourner derrière contre votre fournisseur. Ça, c'est encore autre chose et c'est souvent votre assureur qui va faire des actions de recours. Mais en premier lieu, c'est vous qui êtes en direct avec votre client et qui êtes responsable de ce qui se passe, chez votre client. Et ça fait une parfaite transition, pour la suite. Donc quels sont les principaux risques auxquels vous êtes exposé en tant que travailleur indépendant? Alors on identifie 3 grandes catégories. Donc là, vous n'avez pas une liste, exhaustive, hein, de tous les risques, mais en tout cas, c'est ce sur quoi vous allez devoir y penser en premier. Voilà, pour, comme disait Nathalie, peut-être, prévenir certains aléas et puis prendre des assurances aussi, pour certains types de risques. Donc on a 3 grandes catégories qu'on va vous détailler. C'est en termes de responsabilité. Donc qu'est-ce qu'on appelle la responsabilité? En fait, c'est lorsque vous causez un dommage à autrui, à un tiers. Donc vous avez ce qu'on appelle la RC professionnelle. Alors je ne vais pas aller trop loin parce qu'on va le détailler juste après, mais ça, c'est vraiment le minimum à avoir. Alors parfois, c'est obligatoire pour certaines activités. D'autres fois, c'est pas obligatoire, mais voilà, Nathalie l'a illustré juste avant, c'est quand même indispensable d'avoir à minima une RC Pro. Donc ça, il faut que vous y pensiez peut-être en tout premier lieu. Après, on va avoir tout ce qui est RC locative. Donc là, c'est quand vous avez un local. Ça aussi, c'est obligatoire. La RC locative, vous avez un local, vous devez avoir une RC locative. Il y a la RC auto, on va y revenir, mais vous avez l'habitude de vous assurer en auto, mais peut-être à titre personnel et pas à titre professionnel. Et après, vous avez en RC ce qui est la décennale. Donc là, la décennale, c'est pour les professions du bâtiment et c'est totalement obligatoire. On va aussi parler de tout ce qui est biens, matériel, stock. En fonction de vos modalités d'exercice, il va falloir prendre certaines assurances pour protéger justement ces biens. Et puis, tout ce qui est pour votre personne, on a tendance à l'oublier, mais malgré tout, vous avez certains risques qui sont facilement couverts quand on est salarié. Donc, je pense par exemple à la mutuelle, on y reviendra après, mais la mutuelle, voilà, quand vous signez un contrat de salarié, vous prenez un contrat de mutuelle automatiquement. Ben, quand on est indépendant, c'est un peu différent et donc il faut penser à tout ça au début de votre activité. Voilà, donc on va tout de suite démarrer justement avec tout ce qui est responsabilité. Alors, la responsabilité civile, il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup des responsabilités civiles. Alors souvent, les gens disent: «Il me faut une RC Pro», c'est souvent des mots un petit peu généraux et alors que chaque responsabilité a son nom et son utilité. On va parler là, principalement de 2 grandes responsabilités qui sont le minimum que tout le monde doit avoir. La responsabilité civile d'exploitation, c'est ce que tout le monde doit avoir. On l'a à titre personnel, alors ça s'appelle pas la responsabilité civile d'exploitation, on appelle ça la responsabilité civile personnelle ou tout bêtement, mais avec notre assurance habitation qui nous couvre dans notre vie de tous les jours. Vous allez chez des amis, vous cassez leur ordinateur tout neuf, qu'ils viennent de se payer, bah, vous allez faire marcher la responsabilité civile habitation. Alors, habitation, parce que elle est comprise dans l'assurance habitation. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous devez prendre une responsabilité civile, donc là, on va l'appeler d'exploitation. C'est ce qui va entourer un petit peu votre entreprise et qui est vraiment nécessaire à tout le monde. Je vous donne un exemple. Vous avez un magasin ou une boutique ou un restaurant, quelqu'un vient dans votre boutique ou dans votre restaurant, se prend le pied dans une chaise et tombe, c'est ce qu'on appelle de la responsabilité civile d'exploitation. Vous n'êtes pas dans la nature même de votre activité, hein. Votre activité, c'est pas de laisser des chaises, au milieu du passage et de faire tomber les gens. Mais voilà, vous êtes dans l'exploitation de votre activité et vous êtes responsable de tout ce qui se passe au sein de votre magasin. Tout à l'heure, on parlait de la personne qui fait de la vente en ligne, mais par exemple, vous allez, OK, vous faites de la vente en ligne, mais par exemple, vous allez, chez un fournisseur. Vous vous rendez chez un fournisseur pour aller, chercher, des biens que vous allez revendre derrière et puis chez le fournisseur, vous cassez la baie vitrée de la personne en claquant la porte, la baie vitrée se casse. C'est de votre responsabilité et donc là, ça va être votre responsabilité civile d'exploitation. Tout le monde en a besoin, donc on vous donne dans le
comment ça s'appelle? Par exemple, vous avez un magasin, le toit tombe de votre magasin, c'est de la responsabilité civile d'exploitation. Tout le monde doit avoir ce minimum et non, c'est pas ce qu'on appelle alors, c'est parce que la RC Pro, elle a souvent un nom beaucoup plus général, mais non, là, la responsabilité civile d'exploitation, c'est le minimum que tout le monde doit avoir. Vous faites des salons, vous mettez le feu, parce que vous avez quelque chose qui prend feu, c'est de la responsabilité civile d'exploitation. Et ensuite, je pense que c'est la slide d'après, on a ce qu'on appelle de la RC Pro. La RC Pro, c'est plutôt comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Donc là, la RC Pro, ça va être, vous avez un restaurant, vous vendez un plat, ou alors vous êtes traiteur et vous vendez un plat et puis la personne déclenche une intoxication alimentaire derrière et se retourne contre vous en disant: «Mais attendez, là, moi, j'ai mangé chez vous hier soir, j'étais malade et je ne peux pas, travailler pendant un certain temps et c'est de la faute de ce que vous m'avez vendu». C'est toujours un peu tiré par les cheveux, hein, nos exemples, mais dans le cadre d'un restaurant, ça va être de la RC Pro. Après, la RC Pro, ça va être également toutes les professions de bien-être, de conseil. Comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Je fais des massages, ma cliente, elle revient, elle a très fort mal de dos et elle dit que vous lui avez déplacé quelque chose, c'est de la RC Pro. La RC Pro. Vous êtes consultant, vous donnez un conseil à une entreprise, l'entreprise applique le conseil et s'aperçoit qu'elle est mise en difficulté, elle se retourne contre vous en disant: «Bah, c'est de votre responsabilité, j'ai suivi ce que vous m'avez dit» et cetera. La RC Pro, attention, ce n'est pas parce qu'on se retourne contre vous que vous êtes responsable ou que vous êtes considéré comme responsable. Ça va être aussi le travail de votre assureur de vous défendre et de voir quel est réellement votre niveau de responsabilité. Et attention, ce n'est pas parce que vous ne faites pas exprès que vous n'êtes pas responsable. Vous n'allez pas faire exprès d'intoxiquer quelqu'un, vous n'allez pas faire exprès de donner un mauvais conseil, hein. Donc, il y a cette notion de voilà, c'est de votre responsabilité parce que c'est dans le cadre de votre travail que vous devez de rendre un service ou de donner un service ou de vendre un bien, et cetera, et que ce service-là crée, un sinistre ou que ce bien-là que vous avez vendu crée un sinistre et là, on est sur de la RC Pro. Pourrait-on avoir un alors je ne sais pas, Laura, comment on fait? Est-ce qu'on essaye de répondre tout de suite aux différentes questions? Dans la mesure du possible, ouais, je pense que c'est bien. Pourrait-on avoir un ordre de prix pour la RC Pro? Les RC Pro, elles démarrent à, on va dire, aller à 100 €. Si tu es OK, Laura, on va dire que ça D'accord. démarre à 100 € minimum et puis À après ça l'année, hein. à l'année et puis après ça peut il y a pas de limite. Enfin, ça dépend aussi des activités. Mais Mmh. pour vous, en tant qu'entrepreneur, seul dans votre activité, ça peut démarrer à 100 € et puis ça peut aller jusqu'à du 200-300 €. On avait une autre question juste avant. Si on reçoit du public chez soi pour de la couture et qu'elle se pique avec la machine, est-ce que ça tient de l'RC d'Exploit ou Pro? Plutôt de la RC Pro, moi je dirais dans la mesure vous savez, la frontière entre la RC Exploit et la RC Pro, parfois, elle peut être un petit peu, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là, ça va dépendre des assureurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand vous prenez un contrat d'assurance, par exemple, quand vous prenez un contrat, la RC Pro est inclus dedans. Là, on essaye juste de vous donner des exemples pour dire, bah, voilà, comment vous vous situez et comment est positionnée votre responsabilité. Mais vous allez pas être des vendeurs d'assurance. Donc à un moment donné, quand vous allez voir un professionnel de l'assurance, il va vous donner ce dont vous avez besoin. Et s'il vous vend de la RC Pro, souvent il y a de la RC Exploit à l'intérieur. Et s'il vous vend de la RC Exploit uniquement, c'est souvent parce que c'est intégré dans une garantie qui s'appelle de la multirisque professionnelle. Là, on n'essaye pas de vous dire: «Attention, vous, il vous faut de la RC Pro, vous, il faut de la RC Exploit». On essaye juste de vous interpeller sur, différents types de responsabilités. Mais c'est au professionnel de l'assurance que vous allez avoir face à vous, qui va vous dire ce dont vous avez besoin. C'est de sa responsabilité. C'est de la RC Pro ça, vous voyez? Nous, professionnels, par exemple, quand on travaille et quand on propose de l'assurance, on a une responsabilité civile professionnelle qui fait qu'on doit vous proposer le contrat qui correspond à votre activité. Et si on ne le fait pas, on peut être embêté dans le cadre de notre RC Pro. C'est un exemple, hein, donc vraiment, prenez en compte juste les exemples et posez-vous la question par rapport à vous.
qu'est-ce qu'il faut que vous assuriez dans votre activité? Mais après, le professionnel de l'assurance que vous allez avoir face à vous va vous donner les contrats qu'il vous faut. Je continue sur la décennale. Alors, je ne sais pas si entre vous, si au milieu de vous, il y a des gens, qui sont dans les professions du bâtiment. Souvent, les responsabilités civiles ne sont pas forcément obligatoires au sens de la loi. Vous êtes consultant, vous n'êtes pas forcément obligé de vous assurer au sens de la loi, sauf si vous êtes sur des professions réglementées. Attention, il y a des professions sur lesquelles c'est une obligation. Toutes les professions de l'immobilier, par exemple, vous êtes obligé, c'est réglementé. Par contre, vous installez, en tant que, comme tout à l'heure, profession, du bien-être, il n'y a rien qui vous oblige au sens de la loi de vous obliger. C'est pas le cas pour les professions du bâtiment. Alors VTC, alors je coupe 2 secondes. VTC, où vous allez être dans l'obligation de vous assurer, c'est que vous allez être sur du roulant. Là, vous allez prendre votre voiture et donc du coup, l'assurance auto est obligatoire. Donc là, voilà, là, il y a une obligation. Profession du bâtiment, la loi impose que vous assuriez vos chantiers pendant 10 ans. C'est ça qui est obligatoire au sens de la loi et là, c'est pour vous protéger, c'est pour protéger vos clients. Alors, dans le monde de l'assurance, vous n'allez pas trouver une assurance qui assure que vos chantiers pendant 10 ans. Vous allez avoir trouvé une assurance globale qui va vous assurer votre responsabilité civile pendant les travaux et l'assurance de vos chantiers pendant 10 ans. Donc ça, c'est une assurance obligatoire. Tu veux peut-être qu'on réponde aux questions? Ouais, alors, Là. donc VTC, c'était bon. Handicap, je ne sais pas exactement quelle est l'activité, mais si vous transportez, par exemple, ou que vous accompagnez des personnes en situation de handicap, bien sûr, il vous faut une assurance. Encore une fois, il ne faut pas vous dire si c'est pas obligatoire, j'ai pas besoin de l'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque derrière, même si c'est pas obligatoire. Dans tous les cas, à minima, prenez une responsabilité civile. Voilà. C'est pas des formules qui sont très onéreuses. C'est ce qu'on disait, ça démarre à 100 € à l'année. Et pourtant, c'est vraiment important si quelqu'un attaque votre responsabilité. Pour les personnes, on parlera après de ce qu'on peut proposer, aussi bien l'ADI qu'entrepreneur de la cité. Hein, donc pour les personnes, qui parlent des contrats aidés et cetera. Alors handicap, peut-être aussi que c'est lié parce que là, il y a quelqu'un qui parle également des contrats aidés. Je vous en parlerai après pour les personnes qui évidemment, éventuellement sont reconnues, personnes en situation de handicap et vous pouvez avoir effectivement des solutions aidées. La galerie d'ateliers d'art en ERP. Ah oui, alors bon, j'ai un projet de galerie d'art en ERP. Alors ERP, c'est encore un petit peu différent, c'est-à-dire il faut que adaptiez, euh, vous adaptiez votre galerie d'art puisque vous voulez accueillir des personnes en situation de handicap. Vous n'avez pas d'obligation, du moins j'ai pas connaissance d'obligation particulière quand vous accueillez des gens en situation de handicap en termes d'assurance. Que la personne soit en situation de handicap ou non en situation de handicap, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre galerie. Par contre, effectivement, vous devez, alors là, moi je connais mal toutes les conditions, les obligations quand vous accueillez des personnes en situation de handicap. Par contre, effectivement, vous devez avoir des sorties de secours, des choses comme ça, mais qui correspondent également à tout public. Hein. Quand vous accueillez du public, vous avez des obligations légales. Alors c'est sûr que si c'est spécialisé pour des personnes en situation de handicap, les sorties de secours doivent être adaptées pour que les personnes en situation de handicap puissent sortir de façon totalement sécurité, en fait, en termes de sécurité. RC Pro, RC Circulation, c'est ce qu'on disait, hein, RC Circulation, quand vous avez une activité avec du roulant, avec des voitures, là, vous êtes dans l'obligation de vous assurer, d'assurer la partie roulante hein, de votre... Avez-vous des assurances à recommander? On vous parlera des notes derrière. La garantie décennale doit-elle contracter également lorsqu'on s'affiche comme AMO? Je ne sais pas ce que c'est AMO et non MOE. Là, il faut me préciser.
Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si tu sais, toi, Laura, ce que ça veut dire AMO C'est pas et sur la maîtrise d'ouvrage, maître ah oui, d'œuvre? excusez-moi. Alors les maîtres d'ouvrage ont des assurances particulières qui sont pas alors c'est des assurances, je sais pas si on appelle ça une assurance décennale, mais l'assurance maître d'ouvrage est une assurance particulière, d'autant plus chère d'ailleurs, hein. Et en décennale, ce qui est important également, c'est que si vous êtes sous-traitant, vous n'êtes pas dans l'obligation légale. Pour les sous-traitants, celui qui doit prendre la décennale, c'est le maître d'œuvre, c'est celui qui prend le chantier. Voilà. Il y a déjà pas mal de questions. Je ne sais pas si on va réussir à répondre, à tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas forcément, répondre à chaque, cas individuel, mais je vois qu'il y en a pas mal qui demandent si leur, activité est obligatoire. Comme on disait, hein, il y a pas tant d'activités pour lesquelles c'est obligatoire, à part des activités très réglementées comme le bâtiment, mais il y a toujours des risques. Donc après, Bah, par exemple, prothésiste ongulaire, non, c'est pas obligatoire au sens non. de la loi. Mais par contre, alors si vous prenez un local, de toute façon, c'est ce que disait tout à l'heure Laura, vous êtes obligé de prendre une assurance déjà pour votre local. Et puis prothésiste ongulaire, attention, c'est-à-dire le niveau de RC Pro, vous brûlez quelqu'un, vous la blessez. Enfin, on peut blesser quelqu'un, on peut mettre des produits qui peuvent être allergènes. Enfin, il y a des choses. Attention, hein, prothésiste ongulaire. Il y a des activités sur lesquelles le côté RC Pro est presque plus sensible. J'irais presque plus ou alors comme une coiffeuse qui commence à mettre des colorations, il peut y avoir des allergies, des choses comme ça. Faites attention, quelqu'un peut se retourner contre vous. Prothésiste ongulaire, vous pouvez blesser quelqu'un, hein. Mmh. Je vois à la fin là, une boutique de friperie. Déjà une boutique, il faudra forcément une RC pour le local. Vous allez avoir du stock, donc il va forcément falloir couvrir, le stock. Donc là, on va en parler juste après. Donc finalement, ça va être des types d'assurances qu'on appelle multirisques professionnels qui vont tout prendre en compte. Vous aurez, l'assurance de la RC du local, vous aurez l'assurance pour, vos biens et puis vous aurez une RC à l'intérieur, de toute façon. Paula qui dit: «Peut-on prendre une décennale même si elle n'est pas obligatoire pour notre profession?» C'est rare cette question parce que les gens, ils ont C'est plutôt souvent tendance à dire l'inverse. c'est souvent l'inverse, on veut pas. Alors Paula, il faudrait juste nous dire: «C'est quoi votre profession?» La décennale, ne la prenez que si elle est obligatoire, évidemment. Parce que ça a Heu quand même un coût important, un décennal, hein. Ouais, c'est une des assurances chères, hein, la décennale. Donc si vous n'êtes pas dans l'obligation d'une décennale, prenez si vous n'êtes pas dans l'obligation légale d'une décennale, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de protéger vos chantiers pour vos clients. C'est-à-dire qu'un client, au bout de 4 ans, 5 ans, ne peut pas revenir à vous parce qu'il y a une malfaçon sur votre chantier. Donc si c'est pas une obligation légale, non, n'y allez pas. Prenez une responsabilité civile, mais on va voir quelle est si vous pouvez préciser quelle est votre activité. Il y avait une question aussi, comment savoir si le conseiller d'assurance ne vend pas trop d'assurance? Ça, c'est pas toujours évident, mais là, déjà, si vous avez conscience un peu des risques liés à votre activité, ça va vous permettre de savoir quand même ce qu'il faut absolument assurer. Donc il va falloir vous poser la question, comme on disait au départ, hein, en termes de responsabilité, quels sont mes risques sur les biens? Est-ce que vous avez, du stock, du matériel? Donc justement, on va y venir. Si vous n'en avez pas, effectivement, il y a rien à assurer, donc ça sert à rien de couvrir cette partie-là. Est-ce que vous avez un local? Oui et non. S'il y a pas de local, il y a pas de local à assurer. En revanche, si vous travaillez à domicile, il peut y avoir quand même des risques à couvrir. Parce que quand on utilise son domicile pour son activité, eh ben, il faut déjà impérativement le déclarer à son assureur habitation et en plus, vous pouvez quand même prendre des multirisques professionnels qui vont vous permettre de couvrir tout ce qui est lié à l'activité, justement, au sein de votre domicile. Donc va falloir vous poser les bonnes questions effectivement et après bon, bah, il faut espérer qu'en face, vous ayez un bon assureur qui vous fasse pas prendre tout et n'importe quoi. Ça, c'est sûr. On va passer à la partie, bien parce qu'il faut qu'on avance un petit peu et puis on essaiera de revenir aux questions, après. Nathalie, je te laisse continuer, là-dessus. Alors, les biens, en fait, quand vous prenez, alors ça, c'est principalement pour les gens qui vont avoir un local. Quand vous prenez un local, il faut assurer son local un peu comme vous assurez votre habitation. Hein, donc ça s'appelle, on a plutôt tendance à appeler ça une multirisque professionnelle parce que la multirisque professionnelle va assurer votre local, votre stock, votre matériel, mais également votre responsabilité civile
exploitation et le petit bout de responsabilité civile professionnelle que vous avez besoin. Donc quand on prend un local, il faut s'assurer dans le cadre de son local, de pour tout ce qui peut arriver comme dans le cadre de notre habitation. Donc contre l'incendie, l'explosion évidemment. Alors attention, à partir du moment où vous avez un local professionnel, vous pouvez avoir des conditions de prévention, qui sont un peu plus exigeantes. Par exemple des extincteurs, hein, ça peut être obligatoire alors que ça l'est pas forcément de notre assurance habitation. On peut vous imposer de vérifier vos installations électriques, etc. Mais voilà, donc là, c'est un des premiers. J'ai un truc qui se met. C'est une des premières assurances, un des premiers risques obligatoires, enfin obligatoire, qui va être assuré par la multirisque professionnelle. Après, alors, je ne sais plus sur laquelle tu es en termes de. Tu passes du coup, Laura? Là, je suis sur l'incendie, oui. Là, voilà. Après, évidemment, le bris de vitre, hein, le vandalisme, le vol, le vandalisme, le bris de vitre, c'est ce qui fait partie également de la multirisque professionnelle. Hein, c'est ce qui va vous assurer si vous faites voler vos biens. Donc, attention au montant du bien, des biens que vous voulez assurer. Quand vous parliez tout à l'heure d'être éventuellement trop assuré, nous, par exemple, on s'adresse beaucoup à des micro-entrepreneurs. Quand je parle de micro, c'est en termes de taille, pas forcément en termes de statut. Mais on s'adresse beaucoup à des petits entrepreneurs. Vous créez souvent votre propre activité. Sur le marché classique, vous allez peut-être trouver des assurances qui vont vous assurer 50, 60, 70 000 euros de stock, alors que vous en avez peut-être que 5, 10 ou 15 000. Hein, mais c'est important, par contre, de bien voir combien vous avez de stock et de matériel à assurer pour mettre en face le bon niveau de garantie. Quand on parlait tout à l'heure de trop s'assurer, c'est dommage de s'assurer pour 70 000 euros de stock et de matériel quand vous n'en avez que 10 000 à assurer. Hein, donc, c'est là où il faut bien quantifier. Et la multirisque professionnelle, voilà, va assurer si vous faites vandaliser, si vous faites voler, si on casse vos vitrines. Et attention, même quand vous êtes chez vous, c'est ce que disait tout à l'heure Laura, vous êtes chez vous, il faut faire attention parce que votre assurance habitation ne va pas assurer votre stock et votre matériel professionnel. Donc, c'est pas parce que vous travaillez de chez vous qu'il vous faut pas une multirisque professionnelle. Par contre, ça va pas être forcément le même montant. Parce que quand vous prenez un local, l'assureur dans la multirisque professionnelle va assurer les murs, va assurer le local, alors que quand vous travaillez de chez vous, l'assureur de multirisque professionnel va vous assurer une pièce. C'est pas la même chose que d'assurer un local dans sa globalité, va assurer une pièce et le stock et le matériel qui va être dans cette pièce. Ah tant mieux quand on nous dit: «OK, j'y aurais pas pensé». C'est ce qui est important, on est là pour ça. Alors on est là, comme on dit, en 1 heure, on peut pas faire des miracles, mais on est là pour vous interpeller sur des choses et que vous vous disiez vous: «Ah mince, j'y avais pas pensé, il faut que je réfléchisse à moi». Ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous travaillez à domicile, c'est super important. Votre assureur habitation ne vous assure pas. Il vous assure pas pour un usage professionnel. Déjà, est-ce que vous avez le droit de travailler de chez vous? C'est déjà une première chose, vous n'avez pas forcément le droit. Si vous avez le droit de travailler chez vous, votre assureur habitation, il ne vous assure pas pour votre usage professionnel. Donc, il ne va pas assurer votre responsabilité civile d'exploitation. Donc, si vous allez chez un client, vous travaillez de chez vous. Je suis consultant, je travaille de chez moi. Et puis, je vais dans une entreprise, chez un client, pour faire ma prestation. Et puis, chez ce client, eh bien, je casse le rétroprojecteur parce que ça peut arriver, on peut être maladroit, etc. C'est pas votre Alors, un rétroprojecteur, ça vaut 3 000 euros. C'est pas votre responsabilité civile personnelle qui va vous assurer. Si vous n'êtes pas assuré à titre professionnel, ça va être de votre poche. Et quand on crée son entreprise, 3 000 euros pour un rétroprojecteur, ça fait mal. Donc là, il faut vous assurer. C'est des exemples. Hein. Donc là, l'objectif est vraiment de vous interpeller là-dessus. L'assurance dégâts des eaux, ça fait partie des multirisques professionnels. Alors bien sûr, là, c'est surtout si on a un local, il faut bien être assuré en cas de dégâts des eaux et voilà, ça fait partie des multirisques professionnels. Je voyais pas mal de questions. Alors, il y avait la location de salles communales. Quand on loue ponctuellement des salles, il faut aussi voir les conditions dans le contrat que vous pouvez avoir. Si vous avez un contrat de mise à disposition, il peut y avoir des obligations en termes d'assurance. Donc, il faut bien analyser les contrats à ce niveau-là. Quelqu'un qui dit comment je peux savoir si j'ai le droit de travailler de chez moi? Faut regarder dans votre bail.
Mmh. Faut voir dans votre Je bail crois qu'il disait et qu'il était propriétaire, en fait. ah d'accord, ah bah, si vous êtes propriétaire, vous avez le droit de travailler de chez vous. Par contre, votre assureur habitation ne va pas assurer votre assurance professionnelle. Mmh. Donc il faut lui demander peut-être que voi alors, est-ce qu'il faut avoir le même assureur? Non, pas forcément. Bien sûr que l'idéal, c'est quand votre assureur habitation accepte d'assurer votre activité professionnelle. C'est toujours mieux quand c'est la même personne, enfin la même structure qui va assurer les 2 parce qu'il n'y a pas de trou. Vous savez, il n'y a pas de truc de dire: «Ah, c'est l'un, c'est l'autre» et cetera. Bon, donc bien sûr que c'est l'idéal, mais parfois les assureurs habitation n'acceptent pas d'assurer les activités professionnelles. Donc là, il faut déjà les prévenir et puis il faut prendre une assurance, comment ça s'appelle? Multirisque professionnel à côté et voilà et les 2 finalement, bah, il y en a une qui va assurer l'assurance globale, de votre habitation et votre assureur professionnel va assurer s'il arrive quelque chose dans le cadre de l'exploitation de votre activité, en fait. Je prends le relais, Nathalie? Ouais, vas-y. OK. Donc, on a parlé, voilà, de sinistres dans un local. Donc, il peut y avoir, dégâts des eaux, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir un bris de vitrine. Il peut se passer pas mal de choses. On n'a pas parlé des catastrophes naturelles aussi. Malheureusement, ça arrive de plus en plus fréquemment. Je ne sais pas s'il y a des personnes là qui sont en outre-mer. En outre-mer, c'est d'autant plus fréquent. Donc, c'est cette multirisque-là qui va vous permettre d'être couvert en cas de catastrophe naturelle vraiment reconnue, hein, par arrêté préfectoral. Lorsque vous avez un sinistre, voilà, donc on imagine, j'ai un dégât des eaux. Là, dans le local est pas utilisable pendant une petite période, le temps qu'il soit remis en état, je peux pas du tout recevoir du public. Dans les multirisques professionnels avec local, normalement, vous allez avoir ce qu'on appelle une garantie perte d'exploitation. C'est très, très important. C'est à partir du moment où vous êtes garanti pour un sinistre, donc incendie, dégâts des eaux, etc., et que vous avez une réduction du chiffre d'affaires, voire un arrêt total du chiffre d'affaires, puisque vous ne pouvez plus exercer, vous pouvez avoir une indemnisation de la part de l'assureur. C'est ce qui va vous permettre de tenir en attendant de pouvoir poursuivre votre activité. Mais il faut que le sinistre soit bien garanti pour que vous puissiez être indemnisé. On va vous demander quand même un justificatif qui va montrer qu'il y a bien eu une perte d'activité, donc une réduction du chiffre d'affaires ou plus du tout de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça peut être le bilan comptable, mais ça peut être juste cette déclaration de chiffre d'affaires si vous êtes en micro-entreprise. Mais c'est très important parce que vous pouvez vous retrouver en grande difficulté dans ces cas-là, puisque vous pouvez ne plus avoir de revenus en cas de sinistre et d'arrêt d'activité. Et donc, une dernière assurance qu'on voulait vous présenter, c'est le véhicule. Donc le véhicule, tous ceux qui, voilà, qui ont le permis, et qui ont un véhicule ont l'habitude de souscrire à la RC Auto. Donc ça, c'est le minimum et là, c'est totalement obligatoire. On est obligé d'être assuré pour son véhicule, au moins en RC. Il va falloir, si vous utilisez votre véhicule à titre professionnel, à penser à le déclarer à votre assureur. C'est impératif, même si c'est pour des petits trajets ponctuels, pour vous rendre chez un fournisseur, chez un client, etc. Il faut que l'assureur soit au courant. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas au courant et que vous avez un sinistre pendant ce trajet, il peut refuser de vous indemniser parce que vous utilisiez votre véhicule à titre professionnel et non personnel. Donc, certains assureurs vont vous faire payer le même tarif si vous avez un petit usage pro, d'autres vont vous augmenter un petit peu le tarif, mais dans tous les cas, c'est indispensable si vous voulez être couvert. Il y a autre chose auquel il faut penser, c'est si vous transportez du stock et du matériel dans votre véhicule. Là, il va falloir prendre alors, soit il y a des assureurs auto qui proposent des extensions qui vont vous permettre de couvrir ces biens dans le véhicule, soit parfois avec les assurances pro, on peut aussi avoir une couverture. Mais dans tous les cas, il faut, si vous transportez pas mal de matériel, alors je ne sais pas, imaginons vous avez 3 000 € de matériel que vous êtes obligé de transporter tout au long de la journée. Bien sûr, il faut couvrir tout ça, parce que si vous avez un vol, du vandalisme sur le véhicule, sinon vous n'aurez rien. Ce qu'il faut en termes de précaution, c'est que vous pensiez bien chaque soir à sortir tout ce qui est stock et matériel de votre véhicule, surtout si vous le laissez en stationnement dans la rue, parce que là, dans tous les cas, les assureurs ne prendront pas en charge. Il faut bien penser évidemment à fermer votre véhicule à clé et à ne pas laisser tout ce qui est stock et matériel apparent dans le véhicule. Ça va souvent être les conditions pour qu'il y ait une prise en charge derrière.
Voilà. Donc pensez bien, on déclare à l'assureur qu'on a un usage professionnel et on prend, si besoin, une petite assurance en plus pour le stock et le matériel qu'on peut transporter. Alors, le trajet domicile-travail est-il considéré comme un trajet pro? Ça dépend si c'est domicile, si c'est les domiciles pour aller à votre local. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. Je pense que dans ces cas-là, il faut appeler son assureur et Et voir lui pourquoi on demander. est assuré. Parce que quand on est salarié, c'est facile. C'est facile de dire: «Je suis à usage privé, je suis à domicile et j'ai droit à usage facile». Quand on est à son propre compte, c'est un petit peu plus subjectif parce qu'effectivement, il y a le local, mais il peut y avoir aussi un fournisseur, il peut y avoir donc je pense que la vraiment le bon truc à faire, c'est de voir avec son assureur auto et de dire: «Bah, voilà comment j'utilise ma voiture personnelle à titre professionnel et est-ce que je suis bien garantie pour ça?» Mmh. Ouais, parce que et pour moi, ça reste quand même obligatoire, même dans ce cadre-là, hein, de ouais, l'avoir déclaré à l'assureur carrément auto. et faites des déclarations par écrit. Essayez de poser les questions par écrit. Essayez quand vous posez une question comme ça à un assureur, essayez de le faire par mail et cetera pour avoir une réponse par écrit. Souvent ce que je dis, c'est que, souvent on les personnes qui peuvent vous répondre au moment de la souscription et cetera, sont pas forcément les personnes qui vont gérer un sinistre et il peut y avoir des interprétations et c'est pas du vol ou quoi, c'est juste que vous avez face à vous des humains qui peuvent interpréter différemment des conditions générales et parfois, ça peut grincer sur une interprétation et comment ça s'appelle? Un salarié qui va faire de l'indemnisation va pas forcément être d'accord avec celui qui va faire de la souscription et cetera. Donc, protégez-vous aussi quand vous posez une question. Si on vous dit oui, vous avez la trace qu'on vous a dit oui, en fait. Mmh, tout à fait. Très bien, donc on va passer à la dernière catégorie qui concerne la personne. Donc souvent, justement, en tant que chef d'entreprise, on a un peu tendance à oublier cette partie-là, qui est pourtant très importante puisqu'il s'agit de votre santé. Donc nous, on va vous faire un petit focus. Alors, pour la personne, en soi, on pourrait s'assurer pour tout. Voilà, il y a la santé, il y a la retraite, il y a le décès. Parfois, il va forcément falloir faire des choix parce que vous ne pouvez pas vous assurer, sur tout, ça serait trop cher. Donc c'est à vous de voir aussi en fonction de votre santé, votre situation, ce pourquoi il faut assurer. Mais il y a une chose auquel il faut penser directement, c'est la complémentaire santé. Ça, c'est indispensable. Vous le savez, il y a la sécurité sociale, donc qui est maintenant la même que pour les salariés, hein, pour les indépendants. Mais la sécurité sociale, ça va prendre une partie de vos frais en charge. Ça ne va pas prendre la totalité. Donc souvent, ça va prendre 70 et puis le reste est à votre charge. Pour peu qu'il y ait du dépassement d'honoraires chez un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, ça peut vous coûter très cher. Pour peu que vous ayez une hospitalisation, ça peut vous coûter très cher aussi. Donc c'est indispensable de vous poser cette question-là. Donc la mutuelle peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit vous étiez salarié, et vous bénéficiez encore de votre ancienne mutuelle. C'est ce qu'on appelle la portabilité. Donc ça, quand vous avez été salarié pendant un certain temps, vous pouvez bénéficier de votre ancienne mutuelle pendant 1 an maximum et c'est en fonction aussi de la durée de votre ancien contrat. Donc c'est très bien pour démarrer, vous, ça veut dire que vous payez rien, mais de toute façon, au bout de ces 1 an, il va falloir vous poser la question de: «Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour être bien couvert?» Et après, il va y avoir plusieurs cas de figure. Soit vous avez des revenus qui sont suffisamment bas pour que vous puissiez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Donc, vous connaissez peut-être plus la CMU-C. La complémentaire santé solidaire, c'est la fusion de la CMU-C et d'un autre dispositif. Donc, si vous avez des revenus qui sont bas, vous pouvez en bénéficier. Donc, c'est gratuit ou quasi gratuit. Voilà, soit vous avez des revenus, on va dire très bas et vous pouvez en bénéficier totalement gratuitement, soit vous avez des revenus un petit peu plus élevés et vous pouvez avoir une participation financière. Donc ça, c'est le dispositif CSS. Si vous voulez faire la simulation de est-ce que vous y avez droit, vous avez un simulateur sur Amélie. Donc je vous conseille de commencer par là et de faire la simulation. Si ça vous dit que vous n'avez pas le droit, eh bien, il va falloir souscrire vous-même à une complémentaire santé payante. Parfois, ça peut un peu surprendre quand on a été salarié toute sa vie, de voir les tarifs.
Mais malheureusement, enfin, vous devez en passer par là et vous devez impérativement prendre une complémentaire santé en fonction de votre budget et puis de vos besoins. Si vous avez des besoins, par exemple, au niveau optique, au niveau dentaire, il va peut-être falloir prendre une formule un petit peu au-dessus. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger, en tout cas. Voilà, parce que là, il s'agit de la santé directement. Après, donc, comme je disais, vous pouvez avoir d'autres contrats à côté de prévoyance. Par exemple, peut-être que vous voulez vous couvrir en cas de décès ou d'incapacité temporaire pour que vos bénéficiaires puissent bénéficier d'une somme si ça arrivait. Donc, c'est pas la partie la plus gaie, hein, mais voilà, ça peut être bien d'avoir un petit contrat de prévoyance qui garantit une somme à vos bénéficiaires en cas de décès ou d'incapacité. Donc après, vous avez d'autres contrats de prévoyance, comme je disais, pour la retraite aussi, vous pouvez avoir des contrats de prévoyance. Mais parfois, on ne peut pas souscrire à tout, donc il faut voir quelles sont, vous, vos priorités. Alors, la personne qui pose la question, alors je ne suis pas très bonne là-dedans, les revenus du conjoint sont-ils pris en compte pour la CSS? Je pense que oui, enfin, ouais. je pense qu'il y a un montant de revenus pour une personne, montant de revenus pour 2 personnes, c'est ça? Ouais, c'est Le exactement reste, ça. Il ouais. y a des plafonds quand on est à Ouais, 2 qui c'est sont ça. différents de quand on est tout seul. Mais peut-être que si votre conjoint a une mutuelle de salariés, vous pouvez vous mettre aussi sur son contrat. C'est souvent un petit peu moins cher quand même de s'ajouter sur le contrat de la personne que de souscrire à titre personnel. Alors, si on a déjà une mutuelle, est-ce qu'il faut les informer de notre activité professionnelle aussi? Ça va pas changer grand-chose, à moins que vous ayez une société et dans ce cas-là, on n'est plus sur les mêmes contrats, on n'est plus sur des contrats individuels. Mais pour une micro, on est sur un contrat individuel, donc ça va pas changer Ça grand-chose. va pas changer d'ailleurs, je sais même pas s'ils vous demandent de votre activité. S'ils vous demandent si vous dépendez du ce qui peut changer, où il faut les prévenir, c'est que vous allez, et encore maintenant, c'est le même régime obligatoire donc voilà, faut juste faire attention que vous changez pas de centre de sécu, de choses comme ça, mais normalement, non, ça a plus d'impact, en fait. Mmh. Donc peut-on profiter du contrat complémentaire santé de sa femme? Oui, on peut être rajouté sur le contrat, mais forcément ça veut dire que ça coûtera plus cher, hein. C'est pas gratuit, malheureusement. Anthony: «À faire, je me suis cassé le bras, ce n'est pas à négliger». En effet, moi je me suis cassé le doigt, c'est pas à négliger parce que voilà, on a des soins derrière et c'est vrai, sans mutuelle, ces soins-là de radiologie et cetera, ça peut très vite coûter cher. Je comprends pas la question. L'assurance de la personne en tant que particulier suffit-elle? C'était peut-être cette question-là, en fait, de faut-il déclarer qu'on est indépendant? En fait, c'est que c'est rare, normalement, c'est rare d'avoir souscrit à une mutuelle seul, enfin, si on n'est pas indépendant, parce que finalement, souvent, on est salarié, donc on a la mutuelle de son entreprise, ou alors on a des bas revenus, et dans ces cas-là, on peut être éligible à la complémentaire santé solidaire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à commencer par là. Si vous n'avez pas à payer, c'est quand même mieux que, voilà, que si vous avez à payer. Merci Anthony pour bienvenue au club. D'autres questions là-dessus ou on peut passer à la suite? Bon, de toute façon, on reviendra sur les questions, si besoin. Donc là, on va voilà, comme on disait, on vous présente un peu une petite synthèse des principaux risques. Donc bon, on n'a pas le temps de rentrer plus dans le détail, mais au moins, on espère que ça vous donne une petite idée. J'ai une complémentaire déjà en cours pour ma fille et moi. Est-ce nécessaire d'ajouter en tant qu'artiste galerie? Si vous avez déjà une complémentaire santé, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes couvert à ce niveau-là, pas de souci. D'ailleurs, je suis en train de me dire sur la personne, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé. Ah bah oui, c'est ça. Voyons, C'est j'y pensais pour le doigt ouais, que je fais là. je me demandais où c'était. Souvent, quand on crée son entreprise, quand on est chef d'entreprise, on a tendance à dire: «Moi, je tombe jamais malade de toute façon, donc j'ai pas besoin de prendre ce qu'on appelle une protection, du chef d'entreprise». Et c'est toujours quand on se dit ça qu'on tombe malade ou justement qu'on se casse quelque chose et qu'on peut plus travailler, voilà. Moi, je suis pas dans le bâtiment, mais un doigt cassé dans le bâtiment, clairement, je serai en incapacité de travailler et donc si je suis indépendante, comment je fais, dans ces cas-là? Donc vous avez des contrats de prévoyance pour ça.
que moi je trouve vraiment très important, ça va être des indemnités en cas d'arrêt de travail. Alors les conditions sont différentes en fonction des contrats de prévoyance, hein, mais souvent c'est en cas d'arrêt de travail suite, soit à un accident, soit à une hospitalisation et ça va vous permettre d'être indemnisé, pendant que vous ne pouvez pas travailler et ça peut vraiment vous sauver parce que, si vous avez un arrêt complet de l'activité, encore une fois, un peu comme on disait tout à l'heure après un sinistre, et comment faire, juste, pour vivre? Parce que, on peut ne plus du tout avoir de revenus. Donc vous pouvez bénéficier, d'indemnités de la sécurité sociale, mais attention, en tant qu'entrepreneur, il y a 2 choses à savoir, c'est que la première année, vous n'avez droit à rien. Donc si vous avez créé depuis 3 mois, vous n'avez droit à rien et après, ça va être calculé en fonction de, votre chiffre d'affaires et vos revenus en tant que chef d'entreprise. Donc si vous êtes, sur les débuts, vous n'avez pas gagné grand-chose, vous n'aurez droit à rien en indemnité et après ça augmente plus vous avez de revenus. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille quand même de prendre un contrat pour ça, un contrat de prévoyance, qui en plus est cumulable avec les indemnités que vous pouvez avoir de la sécurité sociale. Donc voilà, vous pouvez très bien bénéficier, des 2. Alors j'ai pas vu s'il y avait des questions là-dessus. En En situation de handicap URL ou En d'invalidité. URL, la première c'était alors attends, en situation de handicap, d'invalidité, si statut, ça suit ton Alors souci. quand vous êtes en société, c'est des contrats qu'on appelle, loi Madelin, parce que ça vous permet de défiscaliser une partie des cotisations. Donc là, je vous conseille donc de toute façon de prendre une complémentaire santé, mais d'essayer de contacter une mutuelle qui va plutôt être, assez spécialiste des travailleurs indépendants pour vous conseiller, la meilleure formule. Parce que donc micro-entreprise, entreprise individuelle, tant que vous faites pas de bénéfices, c'est des contrats très classiques et après quand vous êtes en société et que vous avez des bénéfices, là, vous êtes sur des contrats loi Madelin. Si vous avez des salariés, c'est des contrats collectifs. Donc voilà, il peut y avoir différents types de contrats. Donc voyez directement avec les organismes de mutuelles, hein, qui vont pouvoir, vous renseigner. Mais de toute façon, moi, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est d'avoir une complémentaire santé. Et Hem est-ce qu'en tant que micro-entrepreneur, les assurances restent les mêmes? Alors parfois, vous pouvez avoir principalement en prévoyance ou en santé. En santé, le statut dans lequel vous êtes, l'assureur, il s'en fiche complètement, ça n'a aucune importance. Par contre, parfois, en prévoyance, il peut y avoir des freins sur certains assureurs, sur certains statuts. De moins en moins, et on l'a plus vu sur des assurances professionnelles, style la décennale, et cetera. Donc normalement, il y a pas de souci, par rapport au statut Mmh. et les assurances sont les mêmes. Oui, les assurances sont strictement les mêmes. Mmh mh. C'est juste, voilà, comme on disait, c'est pas les mêmes types de contrats, donc c'est pour ça qu'il faut vous renseigner directement auprès d'eux. Quel type de contrat en micro-entreprise en tant que thérapeute? Bah, c'est une RC Pro, hein, les thérapeutes. Mmh. C'est typiquement une RC Pro et plus que là, ce dont Laura vient parler, donc complémentaire, prévoyance et cetera. Mais typiquement thérapeute, mais c'est vrai, thérapeute, c'est une RC Pro, mais est-ce que vous allez avoir un local? Si c'est un local, c'est une multirisque professionnelle. Mmh. Peut-on prendre une assurance protection du chef d'entreprise sans assurance décès incapacité? Tout à fait. C'est, des contrats, séparés la plupart du temps, donc vous pouvez tout à fait juste prendre la protection du chef d'entreprise, la prévoyance. Parfait. Alors, pour, terminer, on vous a parlé de micro-assurance depuis le début, mais on vous a quand même pas vraiment dit ce que c'était. Micro-assurance ne veut pas dire, micro ne veut pas dire petite garantie, d'accord? C'est juste, on parle aussi d'assurance inclusive, c'est adapter services d'assurance à des populations non ou mal desservies par assurance classique. Il faut savoir que pendant très longtemps, les micro-entrepreneurs avaient du mal à se faire assurer. C'était pas le public préféré des assureurs, on va dire et ça peut rester le cas aussi, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, on parle d'offres de micro-assurance et des offres vraiment qu'on a construites spécifiquement, pour, le public des micro-entrepreneurs et donc c'est des offres qu'on a à des tarifs très privilégiés par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs.
En fait, nos offres, hein, que ce soit EDLC ou à l'ADI, sont effectivement moins chères, ont des garanties adaptées. Donc nous, vu qu'on est plutôt sur un public micro-entrepreneur, comme on disait, on ne va pas assurer 70 000 euros de matériel. On va être sur des plafonds plus bas, mais qui correspondent au public. On a aussi une plus grande simplicité des offres et des règles de souscription. On a souvent peu d'options, moins d'exclusions, une franchise unique, pas de questionnaire médical, un seul point de fermeture, voilà, etc. Pour vraiment plus de simplicité, parce qu'on sait que c'est compliqué de comprendre l'assurance, de savoir ce pourquoi il faut être assuré, de comprendre le jargon assurantiel, surtout quand on démarre dans la création d'entreprise. On a des frais de gestion et de commission qui sont très limités ou inexistants, ce qui nous permet aussi d'avoir des tarifs plutôt attractifs et hors marché. Et puis, bien sûr, on est là pour vous accompagner. Alors, c'est là où je reviens aux conditions d'accès à la microassurance. Donc, nous, du côté de l'ADI, il faut plutôt être client ADI. Et du côté d'entrepreneurs de la cité, il faut être accompagné par un réseau d'aide à la création d'entreprise. Donc, que ce soit BGE, donc les boutiques de gestion, les chambres consulaires, donc chambre de commerce, chambre des métiers, France Active, Initiative ou l'ADI. On est très complémentaires au niveau d'entrepreneurs de la cité et de l'ADI. Donc, à l'ADI, on vous renverra vers entrepreneurs de la cité si nous, on ne peut pas vous couvrir et vice-versa. Je ne sais pas là-dessus, Nathalie, si tu veux ajouter quelque Alors, chose. je vais répondre. Alors, j'étais en train de répondre à quelqu'un. Oui, au niveau des contrats, voilà, on est complémentaires. On propose différents contrats qui peuvent d'ailleurs, certains se ressembler et d'autres où on est complètement complémentaires, puisque nous, on ne fait pas d'auto, l'ADI en fait, l'ADI ne fait pas de décennale, nous, on en fait, etc. Voilà, donc rien de particulier. J'étais en train de répondre à quelqu'un qui disait que quand on a la différence entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens, et on vous dit, quand de la formation, que c'est pas nécessaire de s'assurer. Faut jamais dire ça, que c'est pas nécessaire de s'assurer. Non. Et comme je répondais, effectivement, évidemment que quand on a une obligation de résultat, on a beaucoup plus de risques de se faire, que notre action soit remise en cause que quand on a une obligation de moyens. Mais ça ne veut pas dire quand même que le risque RC Pro n'est jamais là. Et dans tous les cas, vous avez de toute façon toujours besoin de cette responsabilité civile d'exploitation. Mais c'est pas parce qu'on a juste une obligation de moyens qu'on n'a pas quand même un certain nombre de responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Un chirurgien, il a une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Chirurgien, on ne peut pas lui demander d'avoir une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens qu'il a. Et les chirurgiens, ils sont régulièrement remis en cause parce qu'ils font des erreurs. Alors, bien sûr, on vous donne un cas finalement très facile à utiliser et bien sûr extrême. Et le chirurgien, je peux vous dire qu'il ne va pas payer le même montant que vous d'assurance. Mais n'empêche qu'un chirurgien, je ne pense pas qu'il ait une obligation de résultat. Enfin, j'ai pas, mais de logique assurantielle, on ne peut pas dire qu'un chirurgien a une obligation de résultat. Il a une obligation de moyens. Et ça n'empêche que quand il y a des erreurs médicales, etc., il peut être remis en cause. Donc, je pense que c'est une grosse bêtise de dire que vous n'avez pas une obligation d'assurance parce que vous n'avez pas une obligation de résultat. Vous êtes, la personne était correcteur, ça va complètement dépendre je ne sais rien en quoi on peut être correcteur, mais par exemple, l'autre jour, je donnais un exemple de quelqu'un qui est traducteur. Il est évident que si vous traduisiez des données médicales pour des pharmaciens ou des médecins ou pour des notices qui va dans les médicaments, évidemment que votre risque est beaucoup plus important que si vous faites de la traduction de livres pour enfants. Évidemment. Donc, il faut que vous mesuriez aussi quel est votre risque. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'obligation de résultat qu'on n'a pas de la responsabilité. Micro-assurance égale RC, non. On a des offres, on peut avoir des offres de RC justement, mais on a aussi des offres de multirisque professionnel, sans local et avec local. Et donc voilà, là vous avez le tableau de nos offres, donc RC Pro classique, donc qui comprend la RC exploitation dont on a parlé tout à l'heure. Multirisque Pro sans local, multirisque Pro avec local, assurance décennale, donc chez Entrepreneurs de la Cité, auto chez nous, prévoyance, accident, maladie.
Donc, Entrepreneurs de la Cité a un contrat de prévoyance vraiment à part entière. Nous, on a inclus cette prévoyance dans nos offres de multirisques professionnels et la complémentaire santé qu'on a chez EDLC et Aladi. Donc là, je vois quelqu'un qui est client, donc c'est nickel, vous pouvez en bénéficier. Alors encore une fois, hein, il faut être éligible à nos offres, que ce soit EDLC ou Ladi, on n'assure pas toutes les activités. On a des nomenclatures, donc il faut être éligible. Mais vous pouvez tout à fait contacter l'un ou l'autre des organismes pour vous renseigner, en tout cas. BGE, donc c'est bon aussi, vous pouvez bénéficier. Et quand on se lance, est-il dans notre intérêt financier, accessibilité, de prendre une micro-assurance? Si on est là aujourd'hui auprès de vous et auprès, c'est parce que, nos solutions assurantielles sont évidemment moins chères que le marché classique. Mmh. On est là pour vous aider et vous accompagner, au démarrage de votre activité. Donc si vous êtes éligible, vous avez tout intérêt à aller sur la micro-assurance. Mais voilà, après, c'est des offres, c'est des services, enfin, on n'est pas des structures commerciales, et lucratives, qui voilà, on se positionne dans un autre domaine. On fait partie du monde de l'ESS et nos objectifs, c'est de vous proposer des solutions, moins chères que vous ne trouverez pas forcément sur le marché classique, en fait. Mmh. Peut-être Nathalie, avant de terminer, tu veux présenter rapidement Local Secure? Alors Local Secure, c'est un service qu'on propose, qui est un service complètement gratuit, qui fait que quand, vous êtes alors toujours pareil, les critères par contre sont les mêmes que pour l'accès à l'assurance, c'est-à-dire il faut que vous soyez accompagné dans le cadre de votre projet de création, accompagné et ou financé, hein. On dit toujours et ou financé parce que alors bien que l'ADI font du financement, mais c'est de l'accompagnement également, mais voilà, on positionne les 2. On peut, vous envoyer quand vous choisissez un local, on peut vous envoyer un expert en bâtiment, pour aller vérifier l'état de votre local. Donc c'est complètement gratuit, c'est sur toute la France. Si possible avant, signature de bail, c'est toujours l'intérêt, avant signature de bail pour que vous puissiez éventuellement, avoir une notion de l'état du local avant la signature du bail, pour pouvoir éventuellement discuter avec votre bailleur. Donc c'est un service, gratuit. On fait passer un expert en bâtiment. Il faut compter à peu près entre le moment où vous le demandez et le moment où l'expert vient, il faut compter, 15 jours, 3 semaines. Ça dépend un peu de ce qui se passe, voilà, quand, c'est des grosses périodes de pluie, qu'il y a beaucoup d'expertise à faire. Bon, bah, comme ils nous le font en mécénat de compétences, ils ne le passent pas forcément en priorité. S'il y a des grosses urgences, ils peuvent le faire en visio. Donc voilà, sachez que ça existe et sachez qu'à partir du moment où vous êtes accompagné et ou financé, vous avez droit à cette visite de votre local par un expert en bâtiment. Et donc pour terminer, on vous a mis donc le nom des assureurs avec qui on travaille, hein, parce qu'on n'est pas assureur, ni entrepreneur de la cité, ni l'ADI. Donc bien sûr, derrière, il y a des assureurs qui nous soutiennent et qui nous permettent de proposer, ces offres. Voilà, vous avez tous les noms des assureurs. Et bien sûr, on vous met aussi nos coordonnées. Donc pour l'ADI, c'est le numéro de notre plateforme d'accueil qui n'est pas un numéro surtaxé, hein, vous inquiétez pas, donc vous pouvez tout à fait appeler et vous avez le lien vers notre site internet où vous pouvez retrouver, toutes nos offres. Et Et Entrepreneurs pour de la cité, pareil, vas-y. alors sachez que vous avez la possibilité de faire des devis en ligne. Donc c'est facile. Sur notre site que vous avez, là, vous allez dans «Vous êtes un entrepreneur» et tout en bas, vous avez «Faites un devis en ligne» et vous avez possibilité de faire un devis en ligne, facilement. Ça vous permet déjà de savoir si vous êtes éligible ou pas à la micro-assurance par rapport à votre activité, hein. Ce que vous disait Laura tout à l'heure, toutes les activités ne sont pas éligibles à la micro-assurance, parce que parfois c'est trop important, l'activité est trop particulière et cetera. Donc c'est bien déjà d'aller, vérifier votre éligibilité. Mmh. Nathalie, les conditions pour, Local Secure, c'est les mêmes Les que mêmes que la micro. C'est-à-dire, ouais. en gros, il faut que vous soyez accompagné et ou financé. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre de votre création d'entreprise,
vous pouvez bénéficier de Local Secure. Soit pour y accéder, soit vous nous appelez directement et vous nous dites par qui vous êtes accompagné, ou alors vous demandez à votre conseiller, celui avec qui vous accompagne, que ça soit au niveau de l'ADI, hein, puisque des Local Secure, l'ADI nous en envoie, ou alors votre conseiller BGE, etc., etc., etc. Et souvent, c'est eux qui font la démarche, en fait. Accompagnement type BGE, tout à fait. Hein. Anne-Gaëlle, mon assureur habitation n'est pas partenaire. Alors, ça change rien parce qu'en fait, nous, c'est des offres vraiment négociées qu'on distribue, par exemple, à l'ADI, mais on ne les retrouve pas sur le marché. Donc, par exemple, on travaille avec AXA pour l'assurance professionnelle. Vous allez voir un agent général AXA, il ne pourra pas vous proposer nos offres. Il est même peut-être même pas au courant. Donc, en fait, ça ne change rien. Ça, voilà, même si votre assureur habitation avait été partenaire, je vous dis peut-être qu'il n'est même pas au courant des offres et dans tous les cas, il ne les distribue pas. Nous n'avons pas parlé de la médiation. Non. Parce que la médiation, c'est pareil. Quelqu'un qui a dit nous n'avons pas parlé de la médiation. Oui. La médiation, c'est alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure sur la protection juridique. Et on peut parler un peu de médiation dans ce cas-là. La protection juridique, évidemment, n'est pas un contrat obligatoire. C'est évidemment un contrat qu'on va vous conseiller quand vous prenez une entreprise parce que toujours pareil, vous avez des protections juridiques avec vos cartes bleues, votre habitation, mais c'est des protections juridiques qui vous servent à titre personnel. À titre professionnel, une protection juridique, c'est toujours utile parce que vous pouvez avoir une RC Pro et avoir un client avec votre fournisseur. C'est pas votre RC Pro, elle est là pour vous protéger dans le cadre d'une remise en question d'un de vos clients. Donc, si vous avez un problème avec un fournisseur, votre RC Pro, elle va pas agir. Et donc là, c'est plutôt des produits de protection juridique qui vont jouer. Et du coup, je sais, alors je connais pas bien s'il y a des produits médiation. Je sais que la protection juridique, c'est typiquement, alors c'est des juristes, hein, c'est typiquement des médiateurs. Hein. L'objectif de la protection juridique, c'est justement quand vous avez un conflit avec alors ça peut être un concurrent qui vous dit que vous faites de la concurrence déloyale. Ça peut être un fournisseur qui ne vous livre pas. Ça peut être des problèmes avec l'URSSAF, ça peut être, etc. Et là, ils vont être sur des niveaux de médiation. L'idée, c'est de ne pas monter au tribunal systématiquement. L'idée, c'est justement de faire redescendre les conflits pour arriver à quelque chose qui est de la médiation. Donc, je ne sais pas si c'était ça votre question. Puis on va peut-être s'arrêter là parce qu'on est pile à l'heure. Hein. Pile à l'heure. Super. Eh ben, merci à toutes et tous. On vous envoie donc support et replay de la webconférence. Gisèle, peut-être qu'effectivement qu'il faut reparler. Je vois business plan et ADI. Donc, qu'est-ce que... Voilà. Mon conseiller ADI m'en a parlé. J'ai déjà fait ma démarche chez vous. Si vous avez déjà fait la démarche, continuez comme ça. Un grand merci à vous pour votre écoute et vos questions pertinentes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.